Et donc là, comment on est informé? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous Bonjour. entendez bien? Vous pouvez répondre dans le chat si vous nous entendez. Est-ce que quelqu'un nous entend, effectivement? Il ne semblerait pas. On a un décalage de 15 secondes, donc c'est peut-être ça aussi. Oui. Super. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va peut-être attendre une petite minute encore avant de démarrer. On est beaucoup ce matin. Merci de vous être inscrits à ce webinaire. On va commencer. Je vous propose de commencer. Ouais. Ah ouais, c'est bon pour moi. Donc, bienvenue à toutes et tous. Merci d'avoir répondu massivement à ce webinaire. Bien évidemment, cela s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui aura lieu donc, du 6 au 17 octobre et qui est co-organisée par l'APEC et Avenir Actif. Donc, on va vous présenter ce qu'est le CEP. Donc là, on a effectivement donné comme consigne de poser vos questions dans le chat. Ce que vous pouvez faire, on y répondra peut-être tout au long en fait du webinaire pour que ce soit peut-être plus cohérent avec les slides qui défileront. Donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Donc, comme je vous le disais, cette semaine se déroule donc du 6 au 17 octobre et il y aura différents webinaires avec différentes thématiques. On est l'APEC et Avenir Actif pour pouvoir vous présenter ces différents webinaires. Donc, c'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Donc là, aujourd'hui, je vais co-animer avec Mélina. Donc moi, je suis Mélanie Géras, même si le nom n'est pas tout à fait le bon en dessous de ma fenêtre. Je suis référente partenariat et promotion pour le conseil en évolution professionnelle sur la Sarthe et la Mayenne. Et je laisse Mélina se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis aussi référente sur le département du Morbihan en Bretagne et je suis également consultante en mobilité professionnelle. Donc j'accompagne aussi des gens dans le cadre du CEP. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et comment on y accède. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un service public qui est gratuit. Donc, on est en mission d'État pour le conseil en évolution professionnelle. Et donc, la gratuité permet à toutes et tous de pouvoir y accéder. C'est un service qui est gratuit, confidentiel. Ça signifie qu'en fait, si vous mobilisez ce service, votre entreprise n'est pas informée de cette démarche neutre, puisqu'en fait, un projet égale une personne. Et donc, le but, c'est pas de vous dire quoi faire, c'est plutôt de vous donner les clés, les différents outils pour pouvoir concrétiser votre projet d'évolution professionnelle, quel qu'il soit. De proximité, puisqu'en fait, on a plusieurs agences partout dans les pays de la Loire, Normandie, Bretagne, pour pouvoir en fait délivrer ce service. Donc, vous pourrez y accéder facilement en regardant sur moncep.org, en tapant en fait le département dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez voir quel est le maillage d'agences disponibles près de chez vous ou près de votre lieu de travail. Donc ça, ce sont les différents acteurs qui délivrent le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle. Donc il y a Avenir Actif que je représente aujourd'hui avec Mélina et avec Sophie, donc qui est à destination de tous les salariés du secteur privé, les indépendants, les intermittents et les intérimaires.
On va avoir l'APEC pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes avec une situation de handicap. Donc, chacune de ces cases, elles ne sont pas imperméables, ce qui signifie que tous les profils, finalement, peuvent peut-être bouger d'une case à une autre. Je m'explique, par exemple, un cadre qui souhaite être accompagné par Avenir Actif, c'est possible. Il faudra simplement, en fait, nous sommes tenus, Avenir Actif, de les informer qu'il existe un organisme qui est dédié et spécialisé pour l'accompagnement des cadres. Maintenant, s'ils nous stipulent vouloir être accompagnés par Avenir Actif, bien évidemment, on les accompagne. Un peu aussi comme France Travail, on va accompagner les doubles statuts, donc notamment les personnes qui sont inscrites à France Travail, mais qui ont aussi une mission intérimaire ou un CDD en parallèle. On peut les accompagner, ou même des statuts d'auto-entrepreneur en parallèle de l'inscription à France Travail. On peut aussi être accompagné par Avenir Actif. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est exactement la même chose que pour les cadres. Et pour Cap Emploi, la petite subtilité, c'est qu'on va pouvoir accompagner dans le cadre d'Avenir Actif si et seulement si le handicap n'est pas un frein pour le projet professionnel visé. Sinon, on restera et on gardera l'accompagnement par Cap Emploi, qui est finalement un expert en fait sur ces types d'accompagnement. Peut-être ajouter, on a des questions, je me permets. Est-ce qu'on peut accompagner les personnes au chômage, en chômage? Alors, c'est ce que je disais juste avant. En fait, les personnes donc inscrites au chômage, donc qui sont inscrites chez France Travail, on peut les accompagner seulement s'il y a le double statut. Donc, vous êtes inscrit à France Travail, vous êtes au chômage, mais vous avez de temps à autre des missions intérimaires ou un CDD. Peu importe la durée, en fait, le principal, c'est que vous puissiez, que vous soyez salarié au moment où vous appelez la plateforme pour mobiliser le service du CEP. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Oui, je pense que ça répond. On a une question sur les fonctionnaires. Est-ce qu'on peut accompagner les fonctionnaires et est-ce qu'on peut accompagner les contractuels de la fonction publique? Alors, on ne gère absolument pas la fonction publique. Ça, ce sera plutôt le CDG, la CNFT et l'ANFH, donc pour la fonction hospitalière. Nous, on accompagne uniquement les salariés du secteur privé. Petite subtilité, si vous êtes sous contrat de droit privé, il en existe à la marge, je pense notamment au contrat d'alternance, mais sinon, ça reste quand même assez minoritaire. Donc non, malheureusement, nous n'accompagnons pas la fonction publique. Et pareil, Valérie nous demande si on accompagne les enseignants qui souhaitent se reconvertir. Tout dépend. Si vous faites partie de la fonction publique, enseignant sous la fonction publique, non, ce sera directement vos organismes en fait en interne. Est-ce qu'on accompagne les personnes bénéficiant du CSP via France Travail suite à un licenciement économique? Tout dépend si vous êtes encore dans le cadre du licenciement. Donc, si vous y êtes encore, mais que vous n'êtes pas inscrit à France Travail, oui. Par contre, dès lors que vous êtes inscrit à France Travail, vous basculez comme étant 100% demandeur d'emploi. Et donc, si vous n'avez pas de CDD ou de mission intérimaire, donc le fameux double statut dont je parlais tout à l'heure, vous ne pourrez pas être accompagné par Avenir Actif. Je continue, il y a beaucoup de questions. Ouais. Est-ce qu'on est concerné quand on est cadre en recherche d'emploi et à l'APEC? Là, du coup, c'est plutôt l'APEC qui gardera l'accompagnement. On évite, bien sûr, les doubles statuts. Tous ces organismes sont spécialisés. Souvent, on nous demande, quand on explique ça, oui, mais pourquoi vous ne faites pas tout? Parce qu'en fait, on a tous nos spécialités. L'APEC pour les cadres, Cap Emploi pour les reconnaissances RQTH, France Travail pour les demandeurs d'emploi, etc. Donc, vous pouvez, si vous êtes cadre, vous faire accompagner par Avenir Actif. Mais voilà, l'APEC est quand même spécialisée et expert dans l'accompagnement des cadres. Mais ça n'empêche pas, si jamais vous n'êtes pas satisfait, par exemple, par l'accompagnement de l'APEC, de vous faire accompagner par Avenir Actif si vous êtes en salarié, par contre. Faut être en statut d'actif, Avenir Actif, donc bien travailler au moment où vous appelez finalement la plateforme. On nous demande si c'est possible d'être accompagné quand on est pour les créateurs d'entreprises. Alors, tout dépend si vous allez la créer ou si vous l'avez déjà créée. Si vous êtes en statut d'auto-entrepreneur, oui, puisqu'on accompagne également les indépendants. En revanche, si vous êtes salarié pour créer une entreprise, tout dépend finalement, encore une fois, de votre statut. Est-ce que vous êtes bien salarié du secteur privé qui veut créer son entreprise, auquel cas, oui, on accompagne. Si vous êtes demandeur d'emploi stricto sensu et que vous voulez créer votre entreprise, ce sera France Travail. Je continue. Pour les personnes inscrites à France Travail et portant un projet PPA, nous demande Elena, peut-elle bénéficier du dispositif? Je ne sais pas ce qu'est le PPA, donc je botte en touche.
C'est PPE, je pense, c'est le projet professionnel. Mais en fait, c'est ça, c'est quand on est demandeur d'emploi, on a ce genre de PPA, mais c'est toujours ce que disait Mélanie, elle a toujours la même règle. Il faut être en emploi pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Il y en a plein de questions. Oui, bah alors je rappelle les règles, hein, c'est ni à destination des demandeurs d'emploi, ni à destination. Alors si peut-être pour les personnes en arrêt maladie, peuvent-elles solliciter le CEP, nous Oui, demande Delphine. tout à fait. Quand vous êtes en situation d'arrêt de travail, on peut accompagner dans le cadre d'Avenir Actif. Il faut toujours en fait que vous soyez en situation de salarié parce qu'il existe des personnes qui sont en arrêt mais qui n'ont plus de contrat de travail. Ça existe en fait, c'est la petite fenêtre en fait qu'on n'accompagne pas. Donc voilà, si vous êtes en arrêt de travail, arrêt de maladie, peu importe, et que vous êtes salarié de l'entreprise, c'est pas problématique. Vous pouvez mobiliser le service du CEP, on vous accompagnera sans problème. Jean-François nous demande pour un demandeur d'emploi qui a une micro-entreprise. J'ai pas entendu, Sophie. Pardon, Jean-François nous demande pour un demandeur d'emploi qui a une micro-entreprise. Oui, du coup, vous êtes considéré comme un indépendant, donc ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on va continuer. Très bien. Donc ça, c'est la fameuse roue des services donc dans le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle. Donc c'est finalement la liste des motifs que vous pouvez mobiliser et que vous pouvez solliciter pour être accompagné dans le cadre du CEP. Donc je vais commencer avec tout là-haut, donc à midi, donc bien souvent. La sollicitation pour le CEP, c'est prendre du recul sur ma situation. Ça peut être tout simplement, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis dans mon entreprise, même si 30 ans aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. C'est de me dire, est-ce que je suis toujours au bon endroit? Est-ce que cette activité, elle me correspond toujours? Est-ce que si demain je veux changer, il y a des choses qui existent pour mon profil ou est-ce qu'il faut déjà que j'anticipe? Voilà, c'est vraiment prendre du recul sur sa situation. Vous pouvez tout à fait mobiliser pour poser des questions et déflouter peut-être une période un peu plus floue. Ça peut être également m'informer sur des opportunités. Effectivement, pour les demandeurs d'emploi, on va avoir France Travail qui va accompagner sur les opportunités de marché. Mais finalement, pour les salariés, il y avait peu de choses qui existaient en dehors de s'auto-informer. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les conseillers en évolution professionnelle sont professionnalisés par différentes entreprises, différents secteurs d'activité pour justement accroître leur connaissance du marché, donc les entreprises recruteuses, décruteuses. Et donc, c'est aussi de pouvoir vous informer, vous donner de la visibilité sur ce qui existe autour de vous et surtout peut-être vous raccrocher à la réalité du terrain. Ça peut être aussi évoluer dans mon entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense conseil en évolution professionnelle, on pense souvent reconversion. À tort, puisqu'en fait, on peut tout à fait évoluer au sein de son entreprise. On peut très bien se sentir bien dans son entreprise, mais vouloir changer de poste. Et donc, le rôle du conseiller aussi, c'est de pouvoir vous questionner sur ces thématiques-là, de savoir si vous êtes allé creuser cette question. Ça peut être bien évidemment se former. Vous avez un souhait de vous former, soit pour aller vers complètement autre chose, donc plutôt vers l'externe, ou alors rester en interne pour monter en compétences et donc gapper un petit peu sur les postes que vous occupez. Ça peut être aussi valoriser mes compétences et mon expérience à travers le fameux dispositif VAE. Ça peut être également devenir entrepreneur. Donc, on vous aide à monter votre entreprise. Je mets des guillemets parce que c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, on élague un peu le terrain pour savoir quel projet. On vous aide à vérifier la faisabilité de votre projet. Est-ce que c'est un projet qui est réel et sérieux, réalisable? Est-ce qu'il est bien sécurisé? Est-ce que vous avez fait des immersions, des enquêtes métiers? Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Voilà, on vérifie avec vous tout ça et on vous aide aussi à monter le dossier pour la création d'entreprise. On a également changé de métier ou de secteur qui peut impliquer une formation, bien évidemment. Trouver un nouvel emploi, un peu à l'image de ce que fait France Travail pour les demandeurs d'emploi. On sait bien que pour certains salariés qui sont dans leur entreprise depuis 10 ans, 15 ans, ou même un peu moins, on a vite fait de se faire déborder et se rattraper par la vie professionnelle qui file à toute allure. Et donc, on peut vous aider à refaire un CV, faire une lettre de motivation, travailler votre pitch pour les entretiens. Voilà, on peut vous aider à retravailler tous les outils finalement pour vous aider à évoluer professionnellement.
Mais ça peut être aussi mieux dialoguer avec mon employeur, donc travailler la gestion de conflits avec vous pour justement ne pas arriver à des points de rupture et de non-retour et qui pourraient vous mettre dans une situation de démission et donc perdre l'éligibilité à certains dispositifs d'accompagnement. Donc là, on peut aussi vous aider à rédiger des mails, à prendre un peu de recul sur la situation, à travailler un pitch auprès du manager pour essayer de régler cette situation. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Et là, ça n'est pas cité, mais ça peut être aussi vous aider à travailler vos entretiens professionnels. Quand je dis les entretiens professionnels, ce sont les entretiens obligatoires qui ont lieu tous les 2 ans, qui sont de véritables leviers en fait à activer au sein d'une entreprise pour justement manifester des souhaits de formation, d'évolution, peut-être aussi d'augmentation de salaire, etc. Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez travailler avec le conseiller en évolution professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions, Sophie, sur cette slide? J'y réponds au fur et à mesure, ça va. Ok, super. Alors, comment? Je suis désolée, je perds ma voix. Excusez-moi. Alors, comment on fait pour accéder à ce service-là? Peut-être que tu vas être obligée de prendre le relais, Mélanie. Oui, tu me dis hein, si jamais tu as... Excusez-moi, les joies du direct. Alors, du coup, vous verrez à la fin du webinaire, mais il y a possibilité de prendre rendez-vous via une plateforme. Donc, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Tu me dis, hein, si jamais tu es en train de nous quitter, je prends le relais. Ça va aller, je crois que c'est bon, je suis en train de... Donc, du coup, vous avez un premier rendez-vous qui va vous être proposé avec un conseiller. Donc, c'est un rendez-vous qui va être d'1 heure, 1 heure et demie en général, pour déjà poser les choses, en fait, et puis voir après ce qui peut être fait par la suite. Donc, poser le plan d'action, pardon. Et puis, si c'est nécessaire, en fait, hein, vous pourrez continuer avec le conseil en évolution professionnelle et on pourra vous proposer d'autres rendez-vous, en fait. Donc, après, combien de rendez-vous, la fréquence des rendez-vous, ça se sera à poser avec votre conseiller directement. Et en plus de ça, pourra vous être proposé également des ateliers. Donc, aujourd'hui, plutôt en distanciel, c'est vrai. Et puis aussi, la possibilité d'accéder à une plateforme de ressources en ligne et qui vous permettra en fait de pouvoir compléter entre les rendez-vous peut-être votre plan d'action et puis pouvoir par vous-même aussi faire des choses en autonomie. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est aujourd'hui habilité à pouvoir vous aider dans le cadre du projet professionnel, notamment dans la validation du projet. Et on peut aussi vous permettre de faire des immersions professionnelles, hein, des stages en entreprise. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous proposer aussi. Alors, il y a un webinaire qui aura lieu aussi cette semaine, plus particulièrement là-dessus. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais en tout cas, on va pouvoir mettre en place dans le cadre des accompagnements diverses choses en fonction de votre projet. Comme on disait tout à l'heure, hein, c'est personnalisé, donc on ne peut pas vous proposer un parcours type, mais en tous les cas, plusieurs outils qui pourront vous aider, quoi. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Donc, juste pour info, l'année dernière, en fait, on vous a donné quelques chiffres. Donc, on a accompagné 190 000 personnes dans le cadre de mon CEP. Donc, on avait, parmi ces personnes, hein, on avait 62% des profils qui étaient plutôt des femmes, et 14% qui avaient plus de 50 ans. Tout ça pour dire aussi que ce n'est pas un service qui est réservé non plus aux personnes qui sont les plus jeunes. C'est vraiment, ça concerne tout le monde. Majoritairement, c'est vrai que les personnes qui nous ont contactés l'année dernière, c'était des personnes qui envisageaient une évolution professionnelle, pas forcément immédiate, mais en tous les cas dans les 2 prochaines années. Il y avait également des personnes qui souhaitaient évoluer, mais tout en restant dans le même secteur d'activité, hein, ça représentait quand même un peu plus de la moitié des gens. Et puis, ça, c'est d'autres chiffres hein, qui nous ont été donnés suite à des études qui ont été faites. On sait aujourd'hui que les gens s'interrogent hein, suite à l'arrivée de l'intelligence artificielle, hein, de l'IA. Donc, 35% des personnes interrogées pensent que ça peut avoir un impact sur leur métier, leur futur métier, l'exercice de leur métier. Et puis, on s'est rendu compte aussi, d'où le webinaire d'aujourd'hui, que la moitié des salariés, enfin, en tout cas des personnes interrogées, n'avaient pas forcément connaissance du service de mon CEP.
Donc, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, on a choisi de vous faire en fait découvrir Peut-être une petite question sur l'immersion, je te permets de te couper. En fait, Isabelle ne comprend pas comment on peut être en poste et en même temps faire des immersions. Alors, c'est sûr qu'il faut l'organiser avec sa vie professionnelle, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit on peut le faire. Alors, des personnes qui sont par exemple en arrêt maladie, il faut savoir qu'elles peuvent faire des immersions avec l'accord de la CPM ou de la MSA en fonction de la caisse dont elles dépendent. Donc, ça, c'est déjà possible, c'est un peu plus facilitant. Et pour des personnes qui sont en poste, eh bien, il faut trouver l'organisation avec son emploi actuel. Donc, ça peut se faire sur des jours où on ne travaille pas, donc des jours de récup, de vacances. Et ça peut être aussi en accord avec son employeur. Il y a certains employeurs qui sont d'accord aussi de pouvoir libérer des personnes, voire même le faire sur leur temps de travail. Dans ce cas-là, effectivement, l'employeur est aussi dans la boucle. Mais voilà, donc plusieurs cas de figure. Mais c'est vrai que c'est un peu plus complexe à organiser que quand on est sans emploi. On est bien d'accord. Je me permets juste du coup de préciser concernant les PMSMP, donc les immersions qui se font sur le temps de travail avec accord de l'employeur, ça reste quand même assez rare, on ne va pas se mentir, parce qu'en fait, ça implique que votre employeur maintienne votre salaire et qu'en plus de ça, il vous autorise à quitter l'entreprise sur 2-3 jours, par exemple, pour aller faire une immersion dans une autre entreprise. Autant vous dire que c'est quand même plutôt rare. On vérifie ce genre de cas plutôt sur des plans de licenciement où là, l'entreprise va être facilitante sur le départ et l'accompagnement du départ du salarié. Mais sinon, ça se fait plutôt hors temps de travail. Donc, soit le week-end, si l'activité visée permet de le faire le samedi ou le dimanche, par exemple. Si ça ne le permet pas, c'est effectivement de poser des RTT, des congés, des choses comme ça. Quand on parle d'immersion, ce n'est pas forcément une semaine entière. Ça peut être 2-3 jours. On parle d'immersion, donc c'est important aussi de préciser qu'on est en observation, on ne se met pas en action, on ne se met pas en danger. Parce qu'en fait, si vous avez un accident pendant votre immersion, votre entreprise sera informée puisqu'il y aura une déclaration du coup de l'accident. Donc voilà, c'est important quand même de préciser ces petites subtilités et de bien mettre en place. Donc bien évidemment, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle pour voir quelles sont toutes les subtilités de ces immersions. Sarah nous demande si justement on aide à rechercher l'entreprise pour l'immersion. Alors, il y a un site qui permet aujourd'hui, qui est pas mal utilisé, qui s'appelle Immersion Facilité, donc qui nous permet à la fois de pouvoir vous permet en tout cas à vous de faire vos demandes de convention de stage. Et c'est vrai qu'il y a une autre, il y a une autre entrée pour les candidats aussi, c'est de pouvoir avoir des entreprises accueillantes dans ce cadre-là. Après, on peut aider parce qu'en général, on connaît notre bassin d'emploi aussi, donc on peut être en lien avec des entreprises directement. Mais bon, voilà, après, on donne en tous les cas, on outille aussi pour trouver en fait ces lieux d'immersion, bien sûr. Ouais. Après, le but, c'est quand même que vous soyez autonome dans cette recherche, même si on vous accompagne, parce que finalement, qui de mieux placé que vous pour aller cibler les entreprises qui vous font de l'œil, ou en tout cas dans lesquelles vous pensez intéressant et pertinent d'aller faire cette immersion. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser la porte ou à téléphoner en leur demandant, en leur expliquant votre projet de reconversion et que justement, vous avez besoin de vérifier un peu le contexte, de pouvoir faire aussi des enquêtes métiers. C'est aussi le moment de profiter d'élargir votre réseau. Donc, même si les entreprises ne sont pas répertoriées sur immersion facilité, vous pouvez leur poser la question et les solliciter en ce sens. Il y avait d'autres questions, Sophie, ou on passe à la suite? Non, c'est bon, on peut passer à la suite. Alors, je le disais, on a illustré un petit peu ce qu'on vient de se dire par des histoires, par des parcours qu'on a pu accompagner. Donc, on a essayé de prendre dans chaque thématique. Donc, on va passer à la première histoire. Ça va peut-être vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, on a par exemple accompagné Mathilde qui souhaitait se former. Donc, Mathilde, elle travaille comme auxiliaire de vie à temps partiel. Et en fait, elle se rend compte que les conditions de travail et puis son salaire, ça ne lui convient plus. Donc, elle souhaite un emploi qui lui permette peut-être de mieux allier sa vie pro avec sa vie personnelle. Et puis aussi peut-être un métier qui soit un peu plus rémunérateur. Donc, nous, ce qu'on a pu faire avec Mathilde, c'est déjà de faire un point avec elle. Alors, on se substitue pas dans ce cas-là à un bilan de compétences. C'est important aussi de le rappeler. Je crois que j'ai vu quelques questions passer là-dessus.
on peut aider à clarifier le projet, mais c'est vrai que pour certaines personnes, il faudra un temps un petit peu plus long et vraiment travailler sur ce projet. Et là, ça pourrait peut-être être intéressant d'aller vers un bilan de compétences. Mais le bilan de compétences se fera avec une structure autre, une structure extérieure. Et ça, c'est un service qui va être payant. Et donc, nous, on viendra compléter un bilan de compétences. On peut nous consulter en amont d'un bilan de compétences ou en relais, une fois que le bilan de compétences il sera fait. En tous les cas, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui était un petit peu en lien tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets cette petite parenthèse. On peut quand même vous aider à faire le point sur ce qui vous motive, sur vos compétences, et puis vous aider à explorer déjà les métiers et les opportunités qui sont en lien sur le bassin de l'emploi. Une fois qu'on a repéré une piste, on invite les gens à aller rencontrer les professionnels de ce métier-là, donc soit par le biais d'enquêtes métiers ou les enquêtes professionnelles, donc à aller poser des questions à des personnes qui sont en poste pour vérifier en fait que le métier qu'on envisage, c'est bien la réalité de terrain. Donc pour le cas de Mathilde, c'était secrétaire médicale, donc aller voir des secrétaires médicales et poser des questions. Et puis, mettre en place aussi, quand c'est possible, un stage d'immersion, ce qu'on évoquait tout de suite. Donc, comme le disait Mélanie, ce n'est pas forcément une semaine, ça peut être 2 jours, 3 jours, en fonction aussi de ce qu'on peut, toujours pour voir si effectivement la réalité de terrain nous convient bien, quoi. Et puis, une fois que le métier a été validé, on va aussi voir s'il y a besoin d'une formation. Dans le cas de Mélanie, dans le cas de Mathilde, c'était le cas. Donc, voir les formations qui sont disponibles sur le territoire et puis comment, en fait, on va financer le projet. Alors, dans le cas de Mathilde, en fait, on a identifié la formation et c'était une formation qu'elle a souhaité suivre dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Donc, ce qu'on peut appeler aussi avec les initiales, donc PTP, et qui permet en fait à des salariés de pouvoir bénéficier d'un congé de formation avec un maintien de salaire et la prise en charge du coût de la formation. C'est financé par Transition Pro, il y en a un dans chaque région et c'est les anciens fonds GESIF pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, dans ce cadre-là, on a accompagné dans toutes les étapes, donc à la fois la validation du métier et du projet, la recherche de formation et puis le montage en fait du dossier pour le projet de transition professionnelle. Et donc, ça a permis du coup à Mathilde de pouvoir réaliser son projet et puis de pouvoir le faire de façon sécurisée avec un maintien de salaire pendant tout le temps de sa formation. Et puis, un accompagnement aussi après la formation qui est bien sûr aussi possible. Une fois qu'on est formé, on peut aider aussi à trouver un travail dans ce nouveau métier. Je ne sais pas si ça suscite des questions ou si je passe. Vas-y, passe, on continue. Okay. Alors, dans le cas de Salima, là, c'était plutôt un projet d'évolution dans son entreprise. Donc, elle est chargée de communication dans un grand groupe. Elle aime bien, elle a vu qu'elle avait une appétence pour tout ce qui était les vidéos. Donc, elle voulait peut-être voir si elle pouvait aussi le faire dans le cadre de professionnels. Donc, elle peut-être de nécessiter une formation complémentaire, puisqu'elle le faisait dans le cadre personnel, donc essayer de se professionnaliser sur ce sujet-là. Donc là, l'objet de notre accompagnement, ça a été de voir avec elle, au vu de son objectif, quelle formation semblait être la plus pertinente, vérifier comment elle pouvait trouver les formations, comparer. Et pour Salima, ce qui semblait le plus intéressant, c'est en termes de financement de formation, c'était d'utiliser son CPF, donc son compte personnel de formation. Donc, c'est un compte qu'on connaît en général au moins de nom, qui permet de pouvoir… on a tous un CPF quand on est salarié ou indépendant, et ça nous permet de pouvoir financer des formations qui sont qualifiantes ou certifiantes. Donc, l'idée pour Salima, c'était de trouver une formation qui puisse être financée dans ce cadre-là, et puis ensuite de pouvoir travailler avec elle, une fois qu'elle avait l'ensemble, de pouvoir échanger avec son employeur sur comment on pouvait le mettre en place, préparer un argumentaire pour proposer en fait son souhait à son employeur. Donc, on a été sur toutes les étapes de la même façon de la mise en place de ce projet-là. Dans le cadre de la création d'entreprise, on évoquait un petit peu aussi tout à l'heure avec la roue des services. Donc là, Gérard, lui,
à souhaiter, après 20 ans d'emploi salarié, de pouvoir peut-être réfléchir à une création d'entreprise, hein, sentant aussi que voilà, une ambiance de travail qui changeait, peut-être aussi envie de faire autre chose pour pouvoir voilà, être un peu plus serein envers l'avenir aussi, pouvoir essayer de vérifier si une création d'entreprise pouvait lui convenir. Donc là, on a été en appui sur l'élaboration du projet, mais on l'a plutôt orienté, là plutôt l'adéquation entre ce que lui, ça lui convient bien au vu de ses motivations et de la personne qu'il est. Et puis vraiment pour l'aspect création, on va dire l'aspect plus technique, quel statut, mettre en place un business plan, etc. Là, on l'a orienté vers une structure spécialisée, plutôt expert de la création d'entreprise. Donc, il y en a plusieurs, hein, mais souvent celles qu'on connaît, ça va être les chambres consulaires, comme on les appelle, la chambre de commerce et d'industrie, la CCI, la chambre de métier de l'artisanat ou la chambre d'agriculture, en fonction des secteurs d'activité. En tout cas, on l'a orienté vers la bonne structure qui pouvait l'accompagner. Et puis, ce qu'on a travaillé avec lui, c'était la sortie de l'entreprise. Donc, le souhait de Gérard, c'était de pouvoir quitter son emploi pour pouvoir pour pouvoir créer son activité et de pouvoir peut-être bénéficier aussi, pour sécuriser son projet, des aides de France Travail, puisqu'il en existe financièrement pour créer son entreprise. Et donc, on a pu l'aider à mettre en place ce qu'on appelle une démission reconversion, ou qu'on appelle aussi le dispositif démissionnaire, hein, c'est la même chose. Et en fait, c'est la possibilité pour des salariés du secteur privé en CDI de pouvoir bénéficier d'une démission dite légitime, donc qui permet d'ouvrir des droits à l'assurance chômage à partir du moment où on a 5 ans d'activité continue et qu'on a un projet de création d'entreprise ou de formation. Ça pourrait marcher aussi pour la formation. Donc, on l'a accompagné dans ce cadre-là et il faut savoir que ça fait partie des situations où l'accompagnement par un CEP est obligatoire, en fait. Donc, on est là pour vraiment sécuriser le projet. Et donc, ouais, ça a permis à Gérard, ce qu'on résume, hein, de pouvoir à la fois bénéficier d'un appui dans toutes les étapes, en fait, hein, du projet, et puis de pouvoir le faire de façon sécurisée avec une allocation chômage derrière pour l'aider à lancer en fait son activité. Plusieurs questions. Frédéric nous demande si on peut préciser sur le financement de la formation. Donc, je pense que c'était juste avant, si elle est prise en charge par un organisme qui n'est pas le CPF. Alors, ouais, ça, je pense que c'était le premier cas de figure. Alors, effectivement, quand on est en fonction du projet, on peut avoir différentes possibilités de financer sa formation. Donc, c'est ça aussi qu'on met à plat avec vous. Hein. On voit justement les différentes options et puis c'est vous qui choisissez. Et effectivement, quand on envisage une formation qualifiante, c'était le cas de Mathilde avec la formation secrétaire médicale, eh bien, elle aurait pu avoir différentes options. Là, celle qu'elle a choisie, c'est de rester salariée et de bénéficier d'un dispositif qui est disponible pour les salariés du secteur privé qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, vous restez salarié de l'entreprise dans laquelle vous êtes et vous n'utilisez pas votre CPF à proprement parler. En fait, c'est un organisme qui finance pour vous qui s'appelle Transition Pro Bretagne. Alors, quand je dis ça, je fais un peu court, hein, mais il y a un dossier de demande de financement à constituer, il y a des délais à respecter. Et in fine, si le dossier il est validé, votre demande de financement est validée, ça veut dire que vous restez techniquement salarié de l'entreprise, donc avec tout ce qui va avec. C'est Transition Pro qui prend en charge le coût de la formation et le maintien de votre salaire pendant la formation. Alors, justement, Sophie nous demande si l'entreprise peut refuser le PTP. Alors aujourd'hui, elle ne peut pas refuser, mais par contre, elle pourrait reporter. Elle a le droit de reporter une fois. C'est une des différences avec le dispositif qui était porté par le FONGECIF, où là, on avait, après 2 refus, l'employeur est obligé d'accepter. Là, on parle plutôt de report. Il faut que ça soit motivé. Il faut qu'il y ait une raison valable. Donc, il y en a plusieurs, mais voilà, on parle de report. Juste préciser, attends Sophie, avant la prochaine question, parce que pour apporter des petits points de précision, donc en fait, quand on parle de report, vous avez en fait un délai à respecter pour le délai de prévenance qu'on appelle pour justement motiver et mobiliser ce congé de formation. Votre employeur peut effectivement le reporter une fois de 9 mois en motivant et en justifiant le pourquoi. Et au bout de 9 mois, quand vous ressollicitez cette demande, si elle est toujours d'actualité, là, il ne peut pas
le refuser, vous pouvez mettre en œuvre votre projet. Mais il arrive aussi, bien souvent, c'est quand même assez rare ce report, que votre employeur soit tout de suite d'accord pour que vous partiez pour votre projet, quoi. Majoritairement, c'est accepté. C'est vrai qu'on entend souvent en entretien, enfin moi personnellement, ça, mon employeur ne sera pas d'accord. Finalement, il se renseigne, c'est un droit que vous avez en tant que salarié. Donc ouais, ce que vient de dire Mélanie, s'il reporte, il sera obligé d'accepter la prochaine fois. Donc bien souvent, dès la première demande, elle est validée. Après, derrière, c'est pas parce que le congé est validé que forcément il sera financé. Faut avoir ça en tête aussi. C'est que donc l'employeur valide, on enquête sur le principe, mais derrière, il faut que vous fassiez une demande de financement auprès du Transition Pro de votre région et il faut que ce financement il soit validé. Donc, alors je vais parler pour la Bretagne que je connais bien. Nous, aujourd'hui, en Bretagne, on a à peu près un dossier sur deux qui est financé. C'est pareil pour les Pays de la Loire. OK. Parce que Transition Pro n'a pas aujourd'hui suffisamment de budget pour financer l'ensemble des dossiers qu'ils reçoivent. Donc, voilà, c'est aussi une question financière. Donc, après, voilà. Et concernant le compte CPF, il est vidé automatiquement. En fait, quand Transition Pro valide et finance votre projet, ça représente des enveloppes assez importantes. En moyenne, on est à 25 000 € par enveloppe. Donc, bien souvent, vous ne sortez rien de votre poche. Il peut y avoir un reste à charge en fonction des formations, mais qui est quand même extrêmement minime par rapport à la somme globale. Et par contre, oui, Transition Pro, pour des raisons évidentes, vide votre CPF justement pour alimenter un peu aussi ce projet de formation. Mais que vous ayez 0 sur votre CPF ou 5 000 ou 8 000 qui pourrait être le plafond, ce n'est pas pris en compte dans leur décision en fait de vous financer ou pas. Donc ça, c'est aussi à avoir. On va peut-être avancer. Ouais. Tout ça quand même, c'est des choses qu'on connaît bien nous en tant que conseillers et qu'on on vous redonne tous ces éléments-là. D'où l'idée aussi de pouvoir être accompagné. Énormément de questions, j'arrive plus à suivre, mais en tout cas, Sylvie et Lisa nous demandent. Alors, Lisa est étonnée de 5 ans d'activité continue dans la même entreprise. Je pense que c'est pour le dispositif. Non, c'est pas dans la même entreprise. Et Sylvie nous demande dans quel organisme gère la démission reconversion. Alors, donc deux choses. Donc, c'est pas dans le cas de Gérard, c'est vrai que lui, il était 20, ça fait longtemps qu'il est 20 ans qu'il est dans la même entreprise. Donc, c'est vrai que c'est dans la même, mais c'est pas obligatoire. C'est 5 ans d'activité continue. Donc, on pourrait très bien avoir changé d'entreprise. Par contre, la notion de continu, elle est centrale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu d'interruption ou que quelques jours d'interruption entre deux contrats. Et c'est possible. Donc ça, c'est nous qui le voyons avec eux. Il y a un simulateur qui existe sur le site de France Travail, puisque c'est France Travail qui donne ce cadre-là, et donc qui permet de vérifier si on est bien dans les clous, si on a changé d'employeur. Et après, en fait, c'est les conseillers en évolution professionnelle qui accompagnent en fait pour les démissions reconversion. Donc, en fonction de ce qu'on a énoncé tout à l'heure en début d'échange, donc ça peut être avec Avenir Actif, avec l'APEC, et peut-être avec la mission locale aussi. France Travail, en général, nous oriente vers nous pour que vous puissiez faire les dossiers de démission en reconversion. Elena nous demande si ça marche pour des entreprises qui seraient créées à l'étranger. Non, en fait, clairement, il faut avoir cotisé 5 ans au chômage, quoi. 5 ans à l'assurance chômage. Donc, c'est ça le critère, en fait. Donc, ça dépend. Si on travaillait pour une entreprise française à l'étranger, peut-être que ça pourrait fonctionner si on a cotisé, mais pas pour une entreprise étrangère. Merci. On continue. Et donc, autre situation, donc celle de Pierre, qui voulait, lui, faire reconnaître et valider, en fait, ses compétences. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé, alors qu'il avait un bac pro de mécanicien poids lourd, et qui travaille depuis 5 ans dans un garage. Et finalement, il souhaite aujourd'hui plutôt aller vers la mécanique voiture. Donc, il n'a pas forcément envie d'aller aussi vers de la carrosserie, pardon. Donc, Pierre n'a pas forcément envie de faire une formation longue, en fait. Donc, il vise plutôt quelque chose de court. Et donc là, ce qu'on a pu faire avec lui, c'est déjà de vérifier en fait les compétences qu'il avait pu acquérir pendant ses 5 ans, en fait, vérifier si en fait les compétences qu'il avait, elles n'étaient pas déjà celles qui étaient attendues qui étaient données, on va dire, par la formation de carrossier.
Donc, on a pu comparer en fait avec lui des référentiels de formation. Donc, voilà, entre ce qu'il sait faire et puis ce qui est attendu dans la formation carrossier, est-ce que ça match ou pas? Dans son cas, c'était le cas. Et donc, il a pu engager derrière une validation des acquis et de l'expérience, ce qu'on appelle aussi de la VAE. Donc, il a pu du coup il a pu déposer une demande de VAE, travailler cette demande-là et valider in fine en fait le diplôme de carrossier sans repasser par la formation en centre de formation. Et ça lui a permis derrière en fait de pouvoir évoluer sur un autre poste dans son entreprise. Alors, ce qui est important aussi dans cette démarche de VAE, c'est de comprendre nous ce qu'on fait. Donc, on a aidé Pierre à identifier ses compétences et puis à comparer avec le référentiel. Après, en revanche, on n'a pas accompagné sur la VAE en elle-même. Dans ce cas-là, c'est un peu comme le bilan de compétences. C'est quelque chose qui se fait avec un organisme qui est extérieur, qui va vous permettre d'être accompagné s'il y a besoin. Et c'est aussi un accompagnement aujourd'hui qui est finançable avec le CPF, quand on parlait tout à l'heure. Donc, nous, on était là en amont et en préparation en fait de la VAE. Et juste une précision sur le dispositif démissionnaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est hyper important. Surtout, ne démissionnez pas avant d'entreprendre les démarches. Parce qu'on en a beaucoup qui viennent nous voir en disant ça y est, c'est bon, j'ai démissionné, on peut mettre en place le dispositif démissionnaire. Non, en fait, ce sera trop tard. Donc, si vous avez en fait cette possibilité-là, qui doit être le dernier recours, clairement, le dispositif démissionnaire, il y a plein d'autres éligibilités à tester. Vous ne démissionnez pas dans un premier temps, vous vous faites d'abord accompagner pour voir comment on peut mettre en place ce dispositif. C'est juste parce que j'y pensais et je me suis dit… Ouais, c'est important, c'est vrai. Et ça pourrait en plus vous… Ouais, parce que c'est déjà important à la fois pour être sûr que le projet il soit éligible et que tout est bien… parce que c'est quand même un dispositif qui nécessite des étapes et qui est assez rigide. Donc, il faut quand même bien répondre à tous les critères. Et puis, au-delà de ça, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que ces démissions reconversion soient validées, puisque… en fait, pour rentrer un peu plus en détail, c'est aussi un dossier qu'on doit constituer avec vous pour présenter le projet. Et on retrouve Transition Pro dans la démarche qui va être là, pas en financeur de projet, mais en valideur de projet. Donc, eux doivent attester que de leur point de vue, le projet est bien réalisable. Ils vous donnent une attestation et c'est ça qui vous servira de sésame pour être indemnisé chez France Travail. Donc, voilà, il y a quand même des étapes et il faut de toute façon toujours prendre contact avec nous dans un premier temps. Marie nous demandait si ça marchait dans le cadre de la reprise d'entreprise et non seulement dans la création d'entreprise. Ouais, ça marche pour les deux. Ok. Une question de Elodie qui nous demande sur le site de Transition Pro, il précise, vous devez justifier d'une ancienneté de 24 mois minimum en qualité de salarié, quelle que soit la nature du contrat successif, donc 12 mois dans votre entreprise actuelle. Donc, il ne parle pas des 5 années. Alors ça, c'est pour le PTP, c'est pour le projet de transition professionnelle. Ouais. Effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'éligibilité. Donc là, c'est quand vous voulez bénéficier du congé de formation qui est pris en charge par Transition Pro, en fonction de votre statut, que vous soyez en CDI, en CDD, intérimaire. Il y a en temps partiel. En temps partiel aussi, ça fonctionne, mais effectivement, il y a des règles à respecter. Il y a un cadre qui est donné. Et donc, pour les personnes qui sont en CDI, il faut être au moins 12 mois, au moment de la formation, être depuis 12 mois salarié de l'entreprise et justifier de 24 mois de travail, mais dans toute sa carrière professionnelle. Donc, ça, c'est assez facile. Quand on est en CDD, là, c'est les 24 mois dans les 5 dernières années. Et puis, intérimaire, c'est un nombre d'heures, si je ne me trompe pas. Il faut avoir justifié de 1600 heures de travail en agence intérimaire. Ok, on continue. Donc ça, ce sont quelques exemples de questions qu'on vous propose pour justement tester si c'est le moment aussi pour vous de prendre contact avec un conseil en évolution professionnelle. Donc, avant d'entamer en fait cette réflexion, vous devez quand même vous poser quelques questions, à savoir quand est-ce que vous avez été le plus satisfait dans votre vie professionnelle? Que considérez-vous comme étant votre plus grande réussite au niveau professionnel? Sur une échelle de 0 à 10, où placeriez-vous votre situation pro actuelle? Que pourriez-vous faire pour monter d'un cran sur cette échelle? Quelles sont les compétences, les qualités, les capacités mentionnées auparavant que vous pourriez mobiliser et comment? Par quoi allez-vous commencer? Quand allez-vous le faire? Toutes ces questions, en fait, elles vous permettent de poser des jalons
dans ce projet d'évolution ou de reconversion, quel qu'il soit finalement, même si c'est créer une entreprise, c'est de vraiment se poser, de ne pas se lancer tête baissée, c'est de vraiment sécuriser votre parcours au maximum. Et bien sûr, le conseiller en évolution professionnelle, il est là pour vous aider en fait à mettre un peu de clair dans tout ça. Et ça vous permet vraiment de poser les jalons pour être sûr de pouvoir avancer et de sécuriser au mieux votre parcours et donc d'optimiser les différents financements en fonction des dispositifs qui seront sollicités. Donc, comment on prend rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Tout dépend de la région finalement sur laquelle vous vous trouverez, puisqu'on a un numéro vert par région, donc que vous pourrez trouver sur le site internet, donc moncep.org dans la rubrique « Je trouve mon conseiller ». Et vous pouvez aussi, dès que vous avez trouvé le numéro vert, appeler directement la plateforme pour être mise en relation avec une chargée d'information qui va tester votre éligibilité au service, donc à savoir est-ce que vous êtes bien salarié du secteur privé. On répète, la fonction publique, bien évidemment, vous serez réorienté vers d'autres organismes comme les centres de gestion de votre département, mais aussi quel est le motif sollicité, etc. Et une question sur est-ce que si on est fonctionnaire mais en contrat d'alternance? Contrat d'alternance, il peut y avoir la subtilité de « je suis sous contrat de droit privé ». Mais ça, c'est à vérifier. Effectivement, ça doit être écrit normalement sur votre bulletin ou dans votre contrat. Normalement, dans votre contrat de travail, ça doit être écrit « sous contrat de droit privé ». Donc ça va être vraiment la notion qui fera la différence pour dire si oui ou non vous êtes éligible au service. Après, des fonctionnaires qui pourraient être en disponibilité, j'ai pu accompagner des personnes, mais qui du coup travaillent pendant leur disponibilité sur un contrat de classique privé, là, ça marche aussi. Mais... Le double statut fonctionne en fait. Sophie nous posait une question sur l'immersion professionnelle. Est-ce que, en gros, son entreprise actuelle est obligée d'être au courant en fait de son immersion si elle le fait en dehors de ses heures de travail? Non, elle ne sera pas informée. Non, elle ne sera pas informée. Elle peut lui dire, je suis désolée, Mélanie, elle pourra lui dire si elle veut, mais en tout cas, nous, on n'informera pas l'entreprise. C'est une démarche personnelle. Agent contractuel, cela concerne le CEP parce que c'est un contrat de droit privé. Il y a des contractuels qui ne sont pas sous contrat de droit privé. Donc, tout dépend en fait finalement de ce qui est mentionné sur votre contrat. Et j'ai d'autres questions. Il y en avait une, c'était Benoît qui nous demandait comment, j'en ai eu plusieurs des questions, comment devenir CEP, mais je parle du métier là. On a la cote à ce point, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait toi comme étude, Mélina? Je pense qu'ils veulent se renseigner sur la formation à faire ou comment postuler. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de formation conseiller en évolution professionnelle. On est issu des métiers de la formation, de l'insertion, de l'accompagnement globalement. Donc moi, personnellement, j'ai suivi une licence en lien avec ces métiers-là. Après, je sais que, donc, on l'annonçait tout à l'heure en début d'échange, c'est une mission de service public parce qu'on est missionné en fait par l'État pour mettre en place ce conseil en évolution professionnelle. C'est plus précisément France Compétences qui nous missionne. Et France Compétences, elle a des attentes aussi sur le profil des CEP et il me semble qu'il faut avoir au moins 3 ans d'activité professionnelle pour pouvoir, après, une fois la formation faite, pouvoir postuler sur ce type de poste. Parce que vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à savoir et des dispositifs, même si on va un petit peu vite. Et c'est vrai que ça, c'est une exigence de la part de France Compétences. Non, je pense que c'est à peu près bon. Le reste, on y a répondu. En fait, peut-être tu peux lire les questions à la fin. Ouais, je vais regarder. Hop. Quelles sont les aides pour les personnes en situation de handicap? Peut-être dire que ça, pour le coup, ce sera plutôt Cap Emploi, en fait. C'est ce qu'on vous expliquait tout de suite avec les différents acteurs. En fait, quand il y a une problématique de santé, les premiers réflexes à avoir, c'est de se diriger peut-être d'abord vers votre employeur, voir si cette problématique, elle peut être solutionnée, entre guillemets, en réadaptant votre poste. Si ce n'est pas le cas, il faut se rapprocher aussi de la médecine du travail, même d'ailleurs dans le premier cas, la médecine du travail peut ordonner, entre guillemets,
à votre entreprise d'adapter votre poste en fonction de vos problématiques de santé. Mais si voilà, il y a une problématique de santé, je vais y arriver, qui est trop lourde, entre guillemets, pour le poste que vous occupez et qui nécessite une réorientation, potentiellement, la médecine du travail, en fonction du cas, hein, je mets des guillemets sur tout ce que je dis, peut vous déclarer inapte pour le poste que vous occupez. Et donc, c'est aussi le moment opportun pour pouvoir travailler ce projet de réorientation. Et donc là, vous pourrez être accompagné par Cap Emploi ou Avenir Actif. C'est ce qu'on vous expliquait en fonction de est-ce que mon projet futur est freiné par mon handicap, auquel cas ce sera Cap Emploi. Et si ça n'est pas le cas, vous pourrez être accompagné par Avenir Actif. Et pour Claire nous demande si le CEP se fait avec un conseiller de l'APEC. C'est quoi le début de la question? Le CEP se fait avec un conseiller de l'APEC. En gros, j'imagine, est-ce que l'APEC a des conseillers? Bah, oui, c'est ça, c'est ce qu'on me disait. Effectivement, si vous êtes cadre, vous pouvez être accompagné dans le cadre du CEP par l'APEC. Ouais. Je voulais juste compléter par rapport à ce que disait Mélanie. Si on parlait d'aide financière, faut quand même. Donc, il existe quelques aides financières qui sont possibles pour les personnes qui sont porteurs de handicap, mais bon, la tendance est quand même plutôt à. Voilà, ça suit un petit peu l'actualité, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réduites. Et aujourd'hui, là où on voit le plus de financement, c'est plutôt pour les aménagements de poste. Voilà, aménagement soit du futur métier ou du poste qu'on a actuellement. Là, il y a encore pas mal d'aides qui sont possibles financièrement, hein, mais après, pour des aides directes pour faire une formation, on en voit de moins en moins. Ouais, je rebalaye le... Ouais, j'en ai peut-être loupé. Il y en avait beaucoup. Alors, ouais, sur les délais, je vois, il y a des questions de délai. Alors, sur les dossiers, les demandes de financement, les demandes de démission, reconversion. Donc, on demande, je crois que c'est des exigences nationales, mais en tous les cas, que les dossiers soient pour les projets de transition professionnelle, donc les congés de formation, soient déposés au plus tard 3 mois avant le début des formations. Et pour les démissions reconversion, faut voir, en fait, hein, ça, c'est un peu plus complexe. Le délai, la commission de transition pro doit apporter un retour de 2 mois. Mais après, il faut ajouter si vous devez démissionner, les temps de préavis. Voilà, donc c'est 2 mois d'instruction, mais derrière, il y a peut-être d'autres délais à prendre en compte aussi, quoi. Ouais, en gros, ce qu'on compte, nous, en termes de délai à prendre en compte pour un projet de reconversion ou de démission, c'est entre 6 et 9 mois. Et ça peut être même plus, hein, on peut monter jusqu'à 1 an en fonction de votre statut. Typiquement, les cadres ont des délais de préavis qui sont beaucoup plus longs que les non-cadres. Donc, effectivement, on mobilise pas le CEP pour faire une demande de reconversion. Donc, on n'arrive pas au CEP en juillet pour faire une reconversion en septembre. C'est impossible. Il faut vraiment prendre du temps, de l'avance pour justement tout anticiper, soit la demande de congé de formation, qui peut être reportée en plus par l'employeur, ce qu'on vous disait tout à l'heure, soit le préavis de démission, les commissions qui sont de minimum 2 mois. S'il y a un recours, pareil, on rallonge le délai. Donc voilà, il faut vraiment compter entre 6 mois et 1 an si vraiment on veut faire large. Je vois qu'il y avait des questions aussi sur qu'est-ce qui peut être financé par Transition Pro. La règle, c'est qu'il faut que ça soit une formation qui soit qualifiante, hein, qui vous donne un diplôme, en fait. Donc ça, c'est important. Et puis après, il n'y a pas vraiment de règle. Alors, je sais que nous, en Bretagne, c'est 1 année de formation maximum qui va être prise en charge par Transition Pro. Je crois que c'est peut-être à peu près vrai partout. Mais surtout, la notion de qualifiante qui est importante. Et après, il n'y a pas de temps minimum non plus, en fait. Hein. En général, c'est quand même quelques mois. Mais c'est ça, c'est comme ça que c'est apprécié. Après que vous soyez déjà, parce que je voyais la question pour des gens qui sont déjà diplômés, c'est pas forcément ça le sujet. Après, il faut quand même comprendre que Transition Pro va donner des priorités sur le financement de certains dossiers. Donc, souvent, il y a plusieurs critères. Hein. Ça, vous pouvez les retrouver sur les transitions pro de vos régions. Mais les personnes qui sont les moins diplômées, les personnes qui vont vers des métiers porteurs ou pour des problématiques de santé, par exemple, c'est des gens qui vont peut-être être
plus facilement financés, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le seront pas non plus, hein. Clairement, je pourrais vous donner plein d'exemples. Donc, on a tous le droit, quel que soit son niveau d'études, de déposer un dossier de demande de financement. La règle, c'est que la formation doit être qualifiante. Et il faut aussi qu'il y ait de la débouchée dans le métier que vous visez. Parce que typiquement, là, moi, si je prends un de mes territoires qui est la Mayenne, si vous voulez être astronaute ou hôtesse de l'air en Mayenne, bon, bah, vous êtes à peu près sûr que ça va capoter, quoi. Il faut vraiment que ce soit un projet réel et sérieux. Et Transition Pro va vraiment regarder ça. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que voilà, c'est des métiers qui sont porteurs ou est-ce que ce sont à l'inverse des métiers qui ont tendance à se casser un peu la figure? Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont être regardées. Mais comme disait Mélina, c'est pas forcément rédhibitoire. On a eu des cas où il n'y avait pas forcément de débouchés. On aurait pensé qu'il y aurait eu la priorité sur d'autres dossiers. Finalement, ce sont ces dossiers-là qui sont passés. Donc, mais en tout cas, voilà, faut quand même avoir en tête qu'il faut que ce soit pertinent en fonction du territoire sur lequel vous vous trouvez. C'est ça. Mais après, ça reste des projets personnels, donc on peut aussi très bien se dire je suis prêt à déménager, je peux aller faire autre chose. Donc voilà, ils sont assez souples en fait c'est des gens que vous avez derrière les commissions, donc ils ont besoin de comprendre, mais il n'y a pas c'est pas un cadre forcément très très rigide non plus. Oui, parce que dans la commission, on a des syndicats de salariés et des de patronat aussi. Le mot m'échappait. Donc, on a vraiment la moitié, justement, moitié-moitié, pour qu'on ait une parité dans la prise de décision. Ouais, je rebalaye, j'ai pas l'impression. Il y avait Carole qui nous demandait: mon entreprise va mal, si je perds mon emploi pendant un accompagnement à la reconversion par Avenir Actif, que se passe-t-il au niveau de la prise en charge? Un peu spécifique. En fait, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a une entreprise qui est en déclin et qui potentiellement va congédier ses salariés pour licenciement économique. Vous pouvez être accompagné par Avenir Actif tant que vous êtes dans le plan de licenciement. En revanche, une fois le plan de licenciement terminé et que vous devez vous inscrire à France Travail, là, c'est France Travail qui prend le relais. Mais après, dans certains cas, on pourrait imaginer, alors c'est un peu, là on rentre un peu dans le détail, mais si, imaginons que vous avez lancé une demande de projet de transition professionnelle, donc un congé de formation, et finalement vous êtes licencié pendant la procédure, eh bien là, il y a des possibilités pour quand même bénéficier du projet de transition professionnelle exceptionnellement. Il y a des cas comme ça exceptionnels qui sont donnés où finalement on vous permettrait de pouvoir quand même laisser la procédure se faire, et si c'est validé, dans ce cas-là, vous pourriez bénéficier d'un maintien de salaire pendant le temps de la formation et puis vous redeviendrez demandeur d'emploi après, quoi. Ouais, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Là, je suis en train de revoir, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous avez pas on va peut-être zapper. Il y en avait beaucoup. Peut-être rappeler que le plus simple, c'est vraiment d'appeler le numéro, en fait, le numéro vert, où vous aurez un premier rendez-vous et finalement, vous pourrez vérifier votre éligibilité parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions à savoir si vous étiez éligible ou pas. Et je pense que c'est la première démarche, c'est d'appeler le numéro vert et vous en saurez peut-être un peu plus déjà si vous êtes éligible ou pas par le dispositif. Ouais, c'est ça. Je le revois, il y avait une question sur la VAE. Donc, effectivement, dans la VAE, nous, on ne va pas être la structure qui accompagne vraiment à la rédaction du dossier de VAE, mais on vient plutôt en amont de la VAE. Donc, après, c'est pareil, c'est des structures extérieures au CEP qui peuvent vous accompagner, et c'est des accompagnements qui sont pris en charge par le CPF. Peut-être une dernière question, parce qu'elle demande si on rencontre un conseiller localement au niveau de son lieu d'habitation ou son lieu d'entreprise. Comme il veut. Oui. C'est le plus pratique pour vous. Pascal, appelez et vous verrez.
Et on peut faire en distanciel aussi, hein. Après, ça peut être aussi, on s'adapte en fait, hein. C'est possible aussi de faire en visio par téléphone. Et juste Benoît, je vous ai répondu, il faut postuler au niveau, faut chercher l'opérateur qui gère le CEP, mais voilà, il n'y a pas d'offre spécifique à devenir CEP. Donc c'est une petite recherche en fait. Benoît a l'air d'être très intéressé pour devenir CEP. Mais voilà, le mieux, c'est de trouver l'opérateur qui gère le CEP dans votre région. Et parfois, il y a des annonces. Mais par exemple, chez nous, on met rarement CEP, en fait. Ce sont des chargés d'information, des conseillers, des consultants. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et puis à bientôt. Continuez. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les autres webinaires. On était le premier, mais il y a plein d'autres webinaires tout au long de ces 2 semaines. Voilà. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Je sais pas comment.